Alors, Laurent Musy, vous êtes PDG, président de Terreal. Oui. D'ailleurs, vous allez peut-être nous expliquer ce que c'est que Terreal avant qu'on passe à des questions plus générales, ne serait-ce que pour qu'on comprenne d'où vous parlez, puisque vous allez nous parler d'accompagnement de la vision du dirigeant responsable vers une performance multidimensionnelle. Alors, Terreal. D'accord, bonjour déjà à tous. Donc Terreal, c'est une ETI industrielle, un chiffre d'affaires d'à peu près un peu plus de 850 millions d'euros cette année, 3500 personnes, spécialiste de la terre cuite, donc métier ancestral, mais donc tuiles, briques, essentiellement tuiles, et numéro 2 européen et mondial de la tuile en terre cuite, avec des positions fortes en France. On a 16 des 33 usines qu'on a dans le monde, et également en Allemagne, en Pologne, en Europe de l'Est, etc. Voilà, avec des actionnaires financiers, les deux principaux étant Parsquare et Goldman Sachs, mais également, enfin, alors, il y a cette dimension internationale, on vend dans 70 pays à peu près, mais une dimension aussi très locale, c'est un métier très local. Les usines sont construites sur des carrières d'argile, les produits sont spécifiques aux régions, donc très ancrés dans les territoires, donc voilà, c'est double dimension. Alors, qui dit terre cuite dit énergie pour cuire, j'imagine. Oui, nous sommes Ça représente gros quoi, consommateurs de gaz. Voilà, gros consommateurs de gaz. Oui. Donc, l'augmentation de vos coûts liés à l'augmentation des prix de l'énergie représente quoi? C'est énorme. Enfin, il y a encore 2 ans, les coûts de l'énergie, c'était 15% de nos coûts. C'était le deuxième poste de coût après les salaires. Et cette année, enfin l'année prochaine, disons, ça va être plus de 50%. De 15% à 50% de vos coûts. Ouais. Qui eux-mêmes augmentent. Enfin, le reste augmente. Oui, Vous l'avez dit précédemment, les salaires, oui. etc. Donc, c'est un défi, effectivement. Alors oui, alors expliquez-nous comment vous faites, parce que j'imagine que, certes, vous êtes président, pas directeur financier, mais j'imagine que ça doit être votre préoccupation principale quand même. Oui, effectivement, l'énergie actuellement, c'est notre préoccupation principale. Alors, on réagit de deux façons. D'abord, on monte les prix. On n'a pas le choix. Vous avez un pricing power pour l'instant, il n'y a pas de bois ici, mais suffisant. Pour l'instant, on arrive à passer des hausses de prix suffisantes. À qui vous vendez, juste parenthèse? Alors, on vend à des distributeurs de matériaux de construction qui eux-mêmes vendent soit à des couvreurs, des maçons, enfin des artisans en général, ou des constructeurs de maisons individuelles. Voilà, ça passe, mais il y a tout un travail de prescription avec des architectes, avec tout un écosystème de la construction. Mais à la fin, c'est pour faire des toits ou des murs, enfin surtout des toits, pour de la maison individuelle, éventuellement du petit collectif. Voilà, donc notre marché principal, c'est ça. Donc c'est les maisons que vous voyez partout. En France, par exemple, 60-70% des maisons sont couvertes en terre cuite. Alors c'est régional, hein, par région. Donc beaucoup de la rénovation et puis également du neuf, donc avec des problématiques différentes. Donc je referme la parenthèse. Donc vous disiez, première chose, augmentation des prix. Voilà. Et deuxième deuxième aspect, c'est évidemment toute l'efficacité énergétique. Alors, comme toutes les entreprises énergo-intensives, on n'a pas commencé. Enfin, c'est pas cette crise-là qui nous a fait commencer à travailler sur l'efficacité énergétique. C'est tellement important qu'on travaille depuis longtemps. C'est-à-dire une difficulté, c'est-à-dire que les marges de progrès ne sont pas si immenses que ça. Elles viennent d'où vos marges de progrès? D'abord, ça fait un certain temps qu'on réfléchit à des investissements structurels, de nouvelles technologies, voilà, des choses un peu émergentes. Donc ça prend toujours du temps. Donc du coup, il y a des choses qu'on avait engagées avant et qui commencent à porter leurs fruits. Donc ça, c'est intéressant. Et puis parfois, c'est la restructuration. Ça peut être aussi, et là, ça peut-être des choses qu'on développera un petit peu sur le rôle aussi de la direction financière, mais c'est vraiment de l'optimisation. C'est-à-dire en fonction... alors qu'on a des outils relativement peu flexibles, hein, un four, ça fait 100-150 mètres de long. Une fois que vous le démarrez, vous n'allez pas l'arrêter le lendemain. Donc il y a cette dimension technique qui est relativement peu flexible, mais d'un autre côté, il faut qu'on développe aussi le maximum d'agilité, de flexibilité dans nos décisions. Quelle ligne on fait tourner, quelle ligne on ne fait pas tourner, en fonction du marché, des coûts de l'énergie. Ce qui est assez dingue, on arrive à voir des choses, enfin des couvreurs qui regardent tous les jours le cours du gaz en Hollande. Enfin le TTF,
moi, on a il y a 20 000 couvreurs en France, encore plus en Allemagne, qui connaissent le cours du gaz tous les jours. C'est nouveau, ça. Ah ben ça, c'est assez nouveau, oui. Alors, vous parliez de direction financière. Oui, mais par exemple, il y a une expression que j'aime bien, c'est le directionnellement correct plutôt que l'exactement faux. C'est-à-dire que il faut qu'on arrive à avoir des éléments de décision corrects, sans être forcément parfaits, rapides, pour pouvoir prendre des décisions. Et des bonnes décisions. Donc après, il y a toujours la tentation d'aller au centime, etc. Pour être un petit peu trivial, on s'en fout. C'est comment on va pouvoir rapidement prendre des décisions en fonction d'éléments de conjoncture, et puis avec des bons raisonnements. Enfin, on est souvent les gens sont habitués à raisonner à des moyennes. On dit, par exemple, on paye l'énergie tant. Mais l'énergie en temps, c'est en fait une moyenne de couverture, de spot, etc. La bonne décision, c'est le raisonnement marginal. C'est donc le spot. Et ça, c'est toute une éducation à faire vis-à-vis des équipes, mais c'est aussi une éducation à faire vis-à-vis d'équipes financières, que celles soient au niveau des gens le comprennent évidemment, mais dans les sites, etc., des contrôles de gestion de sites qui arrivent qui aient ces éléments de réflexion de façon à prendre des décisions, encore une fois, rapides et pertinentes. Mais vous couvriez systématiquement sur les prix du gaz ? Partiellement, parce qu'on a toujours justement un volant, et puis en fait, on sait très bien que couvrir, c'est également prendre un risque. Sur le long terme, les couvertures ne sont pas forcément une bonne chose. Moi, j'ai travaillé longtemps dans l'aluminium, on voit également la même chose. Enfin, se couvrir, c'est pas forcément une bonne décision. Et c'est vrai qu'on a été piégé par ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Enfin, personne n'avait prévu ce qui s'est passé. Et bon, moi, je le dis tout à fait objectivement. Moi, j'ai refusé de prendre certaines positions de couverture au moment où les prix commencent à monter en me disant, mais c'est complètement dingue, ça ne peut pas durer. Bon, évidemment, après, vous avez cédé. On a eu tort. Non, mais après, on s'adapte. On a des stratégies de couverture, de lissage, etc. Mais de toute façon, les couvertures, elles arrivent à une fin un jour. Personne n'est couvert ad vitam aeternam. Voilà. Et puis, il va y avoir un mur à un moment donné. À un moment, les cours vont baisser. Donc, se couvrir trop loin, c'est également prendre un risque. Parce que le jour où les cours du gaz et l'électricité baisseront, c'est valable sur les matières premières, ça, les clients verront ça et diront, mais pourquoi les prix ne baissent pas ? Donc, on a un problème. Donc, de toute façon, c'est vraiment, encore une fois, cette flexibilité, cette agilité qu'il faut avoir en permanence et qu'on essaye de mettre en œuvre. Alors, comment vous avez vécu, vous, la crise du Covid ? Alors, c'était c'était très paradoxal. C'est-à-dire que, mais comme beaucoup, on n'a pas été très spécifique. On a dû arrêter nos usines. Alors, pas dans tous les pays, mais enfin, en France, si je prends l'exemple de la France, on est ici, surtout des Français, on a arrêté nos usines. Alors, il a fallu les arrêter, je dirais, proprement. Donc, ça prend quand même 3-4 jours. En Malaisie, par exemple, on a eu 12 heures. La police est arrivée, elle a dit, voilà, dans 12 heures, tout le monde dehors. Bon, c'est un peu plus compliqué. En France, ça s'est fait de manière plus ordonnée. Mais en fait, on a redémarré très vite. C'est-à-dire que on a commencé à avoir les stocks baissés. On n'a jamais arrêté de livrer nos clients. C'est une performance quand même. La deuxième quinzaine de mars, on a fait moins 90% sur les ventes. On n'avait plus que 10% de nos ventes. Mais on a quand même toujours en permanence, on avait des gens dans nos équipes très mobilisés, ils travaillaient sans masque, on était prudents, etc. Mais il y avait quand même toujours, surtout une activité de rénovation, de petits chantiers, des artisans qui continuaient à travailler. Donc on a toujours livré nos clients. Et petit à petit, on s'est dit, voilà, on a commencé à avoir des signes comme quoi, dans certaines usines, les stocks commençaient à baisser. Et pour pouvoir toujours continuer à livrer nos clients, on a décidé de redémarrer les usines. J'étais à l'époque, je ne suis plus maintenant parce qu'on a une présidence tournante, mais j'étais président de la Fédération des tuiles et briques en France. Et on a discuté avec les partenaires sociaux, avec la DGT, la Direction du Travail, le ministère du Travail. On a eu à l'époque, c'est l'époque des protocoles de travail. On a eu le 4e protocole sur toute la France. Et on a très vite démarré. Donc, on a réuni les partenaires sociaux, etc. On a très vite redémarré les usines. Ça s'est très bien passé, graduellement. Une usine, puis 2, puis 3, etc. Très vite.
Et là aussi, c'était un enjeu financier important parce que nous, c'est un peu tout ou rien. Donc, en fait, on s'est posé la question. Moi, ma grande crainte, c'était de dire on va fonctionner en gros à 100%, mais les ventes vont quand même pas être de 100%. Hein, elles vont être, mettons, ça va remonter, mais 60, 70, 80%. Et donc, on va se retrouver avec des stocks qui vont exploser. Est-ce que les clients, en même temps, vont nous payer? Et donc, est-ce qu'on va pas se retrouver dans une crise de cash? On avait du cash, on est prudent, etc. Mais enfin, bon, est-ce qu'on va se retrouver avec une crise de cash? On va devoir arrêter en catastrophe au mois de juillet. Donc, c'est ça qu'il a fallu gérer. Peut-être passer à ce moment-là beaucoup de temps avec nos actionnaires aussi, à Londres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est l'opposé. C'est-à-dire que, les clients ont payé rubis sur l'ongle, un terme soulagé. Et deux, bon, on a fait très attention. Hein. Les équipes le savent, et puis, enfin, ils l'ont fait. Et puis, en fait, il s'est passé très rapidement, à partir de juin, juillet, ça a été plutôt l'explosion des ventes. Et donc, finalement, c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au lieu des, en gros, 80-85% de la demande habituelle, on est passé à 110-115%. Et depuis, on court, enfin, on n'est pas les seuls, hein, évidemment, dans tous ces métiers-là, on court après la demande, et on n'arrive pas à satisfaire la demande, les délais longs. Alors là, ça commence à baisser un peu, mais on court après la demande, et en même temps, on a des coûts qui explosent. Donc voilà, c'est ça qu'il faut qu'on gère. Et la hausse du dollar, elle a des conséquences. Quel type de conséquences elle a sur vous? Alors nous, le dollar, on a une présence aux États-Unis donc c'est la conversion de notre unité américaine, mais c'est quand même une petite filiale. On fait à peu près 30 millions de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis, donc c'est pas très significatif. Le reste, pour nous, ça joue assez peu parce que bon, on exporte. Alors c'est un des rares secteurs d'ailleurs avec une très forte balance excédentaire, c'est que les tuiles en France, peu de gens le savent, mais on en exporte 3 ou 4 fois plus qu'on en importe. Et nous en faisons partie, évidemment. Et donc, on en exporte en dollars. Mais enfin, hors d'Europe, on exporte quand même assez peu hors d'Europe. On est numéro 2 en Corée. Bon, mais c'est assez peu. Sinon, on exporte plutôt d'ailleurs en euros ou dans les monnaies locales. Nous, ce qui nous gêne plus actuellement, c'est plutôt la baisse des monnaies est-européennes. Le zloty, le forint hongrois, etc., qui nous gênent plus. Mais enfin, bon, ce n'est pas très significatif à l'échelle mondiale, enfin à l'échelle du groupe. Nous, on est très locaux. On est locaux dans chaque métier, dans chaque pays. On achète très peu. Moi, j'ai coutume de dire, ce qu'on achète, tout, c'est du terrain agricole. Et après, enfin, on a des géologues qui déterminent où est-ce qu'il y a les réserves d'argile, etc. Et ensuite, on envoie je simplifie, hein, on envoie des bulldozers et on creuse la terre. Donc, il y a peu d'achats et donc finalement peu d'impact du dollar. On a notre dette qui est en euros, etc. Donc, on a relativement peu d'impact. Alors pourquoi, si on regarde l'intitulé, pourquoi vous attendez du directeur financier aussi une performance multidimensionnelle? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on ne gère pas une entreprise, enfin, c'est un lieu commun de le dire, je n'invente rien, mais uniquement à travers ses objectifs financiers, ses ratios financiers. À la fin, les résultats financiers, c'est la conséquence de tout le reste. Et c'est un travail d'équipe. Enfin, nous, on est une ETI, on n'est pas, c'est pas faire injure. Enfin, on n'est pas France Télécom, enfin, pardon, Orange. Donc, Stéphane Richard non plus. Oui, je disais, c'est difficile de passer après lui, mais bon, voilà, on a les moyens qu'on a, on essaye. Enfin, je pense qu'on réussit pas trop mal. On a beaucoup fait de croissance, de M&A, de croissance interne, etc. Mais à la fin, on a quand même des ressources limitées. Donc c'est vraiment un travail d'équipe de dire quelles sont les bonnes décisions qu'on prend et les éléments. Et encore une fois, alors, il y a des éléments très financiers très prenants. Hein. Enfin, on est quand même des actionnaires financiers. On a alors une dette qu'on a beaucoup baissée, mais enfin, on est quand même, quand je suis arrivé, on a quand même une dette relativement élevée. On a fait des acquisitions qu'il a fallu financer, etc. Donc tout ça, on a parlé du Covid, tout ça, c'est évidemment dans le paysage. Mais vous avez parlé avec Stéphane Richard de décarbonation. On est en plein dedans. Une des raisons pour lesquelles on augmente les prix, c'est bien pour dégager les cash flows qui nous permettent de continuer à investir dans la décarbonation. Si on disait on absorbe les hausses des prix d'énergie sans passer des hausses de prix à nos clients, on survivrait. Mais enfin, ça serait difficile, mais on arriverait à passer. Mais franchement, on n'investirait plus. Et à long terme, c'est complètement contre-productif. Donc, moi, ce que j'essaye de maintenir avec les équipes, c'est d'augmenter la valeur d'entreprise. La valeur d'entreprise, c'est pas tellement un résultat passé. Là aussi, c'est un lieu commun, mais c'est un résultat futur. Donc, c'est dans quelle mesure on fait en sorte que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et évidemment, on a fait en sorte qu'aujourd'hui était meilleur qu'hier.
Alors, une dernière question, parce que là encore, le temps a tourné. Vous disiez tout à l'heure que vous avez passé du temps aussi à Londres avec vos actionnaires, donc vous avez dit qui ils étaient. C'est un LBO, hein, votre entreprise. Et alors que vous avez connu aussi la période, vous avez connu une période Péchinet, Alcan, Constellium, etc. Donc, quelle différence? Est-ce que vos actionnaires financiers ont des préoccupations de long terme, puisque quand même la période qu'on traverse fait qu'on ne peut pas avoir uniquement des préoccupations de résultats immédiats pour la fin de l'année? Oui, parce qu'ils ont compris au fur et à mesure qu'en fait, on est quand même une entreprise très industrielle, hein, et avec des relations de long terme avec nos clients. Nos clients, on a un turnover très faible de nos clients. Donc tout ça, on a des usines qui datent de 1850, 1860. Alors évidemment, elles ont été très modernisées. Maintenant, tout est robotisé. C'est très différent de ce que ça peut être à l'époque. Mais c'est une industrie où les mouvements sont quand même pas super rapides. Donc c'est plus des mouvements stratégiques, d'acquisition, développement de nouveaux business, etc. Mais ce qui fait la valeur de l'entreprise, encore une fois, c'est la capacité, c'est les cash flows, et c'est ce qu'elle sera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. S'il n'y a pas de trajectoire de décarbonation, l'entreprise, elle ne vaut plus rien, même si à court terme, on fait des bons résultats, l'EBITDA, du cash flow, etc. Si dans 5 ou 10 ans, on émet autant de carbone, de CO2 que maintenant, on sait très bien que la valeur ne sera plus du tout la même. Donc ça, ils l'ont bien compris, et donc ils nous accompagnent, et franchement, c'est un plaisir de travailler avec eux de ce point de vue-là. Cela dit, vu ce qui est arrivé aussi à Péchinet, Alcan, etc., finalement, ce ne sont pas forcément les actionnaires qu'on pense de plus long terme qui choisissent les bonnes politiques. On peut en parler très longtemps, mais là, on dépasserait le temps. Bien, merci beaucoup, Laurent Musy. On vous applaudit.